aujourd'hui, on va parler de matériaux plutôt fonctionnels pour un avenir énergétique durable. Alors, il y a un petit QR code en bas à gauche. Il s'agit des références qui sont liées à la présentation. Alors, je vais commencer la conférence par un petit bilan sur notre consommation énergétique. Alors, sur le graphe de gauche, on peut voir la consommation énergétique mondiale depuis les années 1800 et on voit qu'on assiste à une explosion de notre consommation énergétique depuis les années 1950. Alors, cette explosion est principalement due en fait à l'augmentation de la population et l'utilisation des nouvelles technologies. Et nos principales sources d'énergie sont le charbon, le pétrole et le gaz. Alors, il s'agit d'énergie fossile et comme vous pouvez le voir sur le graphe en haut à droite, ces trois sources d'énergie émettent beaucoup de dioxyde de carbone. De plus, comme on peut le voir sur le graphe du bas, ces énergies fossiles tendent à disparaître, environ 50 ans pour le pétrole, 150 ans pour le charbon et 60 ans pour le gaz. Ces estimations ont été faites en 2021 sur le principe qu'on maintienne notre consommation énergétique et on voit bien que ce n'est pas le cas puisque ça continue d'augmenter. Pour pallier à ce problème-là, on doit développer d'autres sources d'énergie afin de trouver des solutions. Et une des solutions, c'est le mix énergétique ou la transition énergétique, c'est-à-dire utiliser d'autres sources d'énergie autres que les énergies fossiles, comme l'eau avec l'hydroélectricité qui est déjà utilisée depuis de très nombreuses années. Mais on a également la biomasse, la géothermie, l'éolien et finalement l'énergie solaire. Donc aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de l'énergie solaire. Donc ces énergies renouvelables ont été redécouvertes depuis une vingtaine ou trentaine d'années grâce à des avancées technologiques importantes. Et les principaux inconvénients de ces sources d'énergie renouvelables, c'est leur intermittence et leur faible rendement. Alors, concernant le mix énergétique, comme me présente le graphe ici, avec une estimation, notre consommation en électricité mondiale en 2020 et une estimation en 2050, on estime en 2050 qu'on utilisera 60% d'énergie renouvelable pour produire notre électricité. Donc, il s'agit d'une problématique plus de société que de science. D'ailleurs, à ce titre-là, comme vous pouvez le voir ici, ce problème est relaté dans la presse. Bon, alors j'ai mis quelques articles, mais on trouve plein d'articles qui traitent de cette problématique. Et l'objectif de ma conférence aujourd'hui, c'est de vous montrer quel est le rôle des matériaux dans cette transition énergétique. Et je vais vous parler de l'énergie solaire, du stockage de l'énergie et plus particulièrement des travaux qu'on mène dans mon laboratoire qui s'appelle le LEPMI. Alors le LEPMI est un laboratoire qui est bilocalisé, comme le présenté ici. Il y a une équipe qui se trouve à Chambéry, l'équipe dont je fais partie. Il s'agit de l'équipe guide et deux autres équipes se trouvent à Grenoble. L'objectif du laboratoire est de travailler sur des systèmes énergétiques et la spécificité de l'équipe guide, c'est l'étude et le développement de matériaux fonctionnels à fort potentiel applicatif. Donc on est à peu près 25 personnes, à peu près une dizaine d'enseignants-chercheurs, 4 personnes techniques. Et les thématiques auxquelles on s'intéresse, enfin les systèmes énergétiques auxquels on s'intéresse sont la pile à combustible, les batteries et les cellules solaires.
Tout ça autour des matériaux, donc la genèse des matériaux, la caractérisation, les propriétés mécaniques, électriques, la durabilité et bien évidemment la recyclabilité. Alors je vais commencer mon exposé par l'énergie solaire photovoltaïque. Donc depuis une quinzaine d'années, de nombreux travaux ont été entrepris pour cette énergie-là. Alors on va commencer par l'énergie solaire. L'énergie solaire est une source d'énergie renouvelable, très prometteuse, car elle délivre beaucoup plus d'énergie que les autres formes d'énergie. En représentation sur ce graphe, il s'agit de la radiation solaire qui est reçue chaque année sur Terre. Et donc, c'est une source d'énergie dont il faut profiter. Si je représente ici la quantité d'énergie qu'on peut recevoir par unité de surface, alors on appelle ça l'irradiance, en fonction de la longueur d'onde, on voit que l'énergie solaire couvre une large gamme de longueurs d'onde, d'environ 250 nanomètres jusqu'à 2500 nanomètres. Et on couvre comme ça, en fait, la lumière visible, les UV et les infrarouges. Donc, potentiellement, on peut associer diverses applications à cette énergie solaire. De plus, on peut voir qu'à la surface de la Terre, et notamment de la France, on peut jouir d'une quantité suffisante d'énergie solaire, environ 1000 watts par mètre carré. Alors bien évidemment, suivant la latitude, c'est plus ou moins 1000 watts par mètre carré. Cette irradiance peut également fortement varier avec le temps. Entre plein soleil et couvert, vous pouvez voir ici sur le graphe qu'on peut passer au quart de l'énergie qu'on peut espérer. Alors les différentes stratégies qu'il existe pour convertir l'énergie solaire. Donc aujourd'hui, on va essentiellement parler des cellules photovoltaïques, mais il en existe d'autres. Il existe des systèmes qui sont plus ou moins avancés, suivant les développements qu'on a pu faire. Et donc, donc à gauche, vous avez les applications, les stratégies qui sont encore pas très développées, comme la photocatalyse ou la photoélectrolyse. Donc la photocatalyse permet d'obtenir des biocarburants. Les rendements actuels sont de 5 à 10%. La photoélectrolyse autour de 6%. Et puis là, on a les applications qui sont plus largement développées avec des rendements beaucoup plus élevés. Donc les cellules solaires photovoltaïques, j'y reviendrai. Le solaire thermique que vous connaissez sans doute, qui permet de convertir l'énergie solaire via des panneaux en chaleur, et les centrales solaires thermodynamiques. Donc là aussi, on va utiliser des panneaux solaires. On peut utiliser des panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques, mais on a un système de concentration qui permet de concentrer l'énergie solaire. Donc là, on atteint des rendements qui sont bien meilleurs, entre 20 et 40%. Voilà. Alors, le constat qu'on peut faire, c'est que cette énergie solaire, quoi qu'on en fasse, elle est disponible. Donc, même si le rendement est faible, il est dommage de ne pas l'utiliser. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du marché du photovoltaïque dans le monde? Alors, on peut voir sur le graphe en haut à gauche qu'on a installé de plus en plus d'installations, notamment à partir des années 2023. Et cela est en relation avec le fait que entre 2010 et 2019, le coût de l'énergie solaire photovoltaïque a fortement baissé et est venu concurrencer très fortement l'énergie éolienne. Alors, quels sont les principaux avantages de cette forme de cette énergie photovoltaïque? Elle présente un faible coût, elle est assez simple à installer, on n'a aucun déchet pendant le fonctionnement et surtout pas de pollution sonore, contrairement à l'énergie éolienne. Alors, quel est le marché du photovoltaïque en France? On voit aussi qu'on assiste à une augmentation des installations en France.
Si on regarde par rapport à ce qui se passe dans le monde, c'est un petit peu plus tardif. Et si là, on a une représentation par pays, et on voit bien qu'on est un petit peu à la traîne. Alors, on est à la traîne parce qu'on a fait des choix énergétiques, on a une politique en matière d'énergie qui est un petit peu différente que celle de l'Allemagne. Du coup, on s'est mis à cette forme d'énergie, on a développé cette énergie un petit peu plus tardivement. Alors, j'en viens à l'effet photovoltaïque. Du coup, je vais essayer de vous expliquer assez simplement ce mécanisme. Il s'agit d'un mécanisme assez basique qui est connu depuis très longtemps et qui a été décrit par la première fois par M. Becquerel en 1839. Alors, comment ça fonctionne? Donc ici, je vous ai représenté un panneau silicium. Donc le panneau silicium, c'est le panneau le plus classique que vous connaissez. C'est celui qu'on installe actuellement sur les toits. Et le principe est simple. Donc j'irai mon rayonnement solaire qui va traverser la première couche ici, qui doit être bien évidemment transparente, et au rayonnement solaire, et qui va venir interagir à la jonction des deux couches. Là. Il s'agit du silicium, donc j'ai une partie qui est dopée N et dopée P, on y reviendra un petit peu plus tard. Et donc le photon va tout simplement interagir avec le matériau, et sous l'effet de cette interaction, on va créer une paire électron-trou. Alors, l'électron, lui, est chargé négativement, et le trou, lui, est chargé positivement. Et grâce à une électrode qui est ici et puis une autre électrode qui est là, on va réussir du coup à séparer les deux types de charges, à savoir que les électrons vont se déplacer ici et les trous comme ceci, et on va pouvoir de ce fait générer un courant, comme le présente le schéma qui est ici, animé. Alors le matériau qu'on utilise généralement, c'est le silicium, qui est ici, et c'est un matériau semi-conducteur. Donc il faut savoir que dans les matériaux, vous avez trois types de matériaux: les matériaux conducteurs, semi-conducteurs et isolants. Tous ces matériaux ont une bande de conduction qui est représentée en bleu et une bande de valence qui est représentée en jaune. Dans le cas du conducteur, ces deux bandes sont très proches l'une de l'autre, ce qui signifie que les électrons vont pouvoir passer facilement de la couche de valence à la couche de conduction sans aucun problème. C'est ce qui explique que ces matériaux peuvent conduire, par exemple, l'électricité. Dans le cas des semi-conducteurs ou des isolants, on a un gap qui peut être variable. Dans le cas des semi-conducteurs, il est de l'ordre de 1 électron-volt. C'est-à-dire que le passage des électrons ne va pas être aussi facile. Et dans le cas des semi-conducteurs, il va falloir apporter une énergie supplémentaire qui est du coup l'énergie solaire. Donc si j'apporte de l'énergie solaire à mon matériau, mon électron va pouvoir passer de cette couche de valence à cette couche de conduction. Et donc, c'est ce qui explique qu'on va pouvoir créer un courant électrique. Dans le cas de l'isolant, le gap est beaucoup trop élevé et du coup, l'électron ne va pas pouvoir migrer dans la bande de conduction. Et donc, c'est pour ça que c'est un matériau isolant. Alors, le gap que j'ai pour le silicium est de l'ordre de 1 électron-volt. Et ça correspond en longueur d'onde à peu près une longueur d'onde de 1100 nanomètres. Ce qui signifie que tout le rayonnement du Soleil en dessous de 1100 nanomètres va pouvoir être capté et converti en énergie électrique. Voilà l'effet photovoltaïque. Pour revenir au matériau silicium, alors comment on obtient une jonction PN? C'est assez simple. On prend un matériau silicium. Donc le silicium est un matériau cristallin, ce qui signifie que tous les atomes de silicium sont parfaitement organisés. Et on vient doper légèrement au phosphore pour la couche P. Et alors, doper, ça veut simplement, comme on le montre sur le schéma, remplacer par-ci par-là un atome de silicium par un atome de phosphore. Et je fais la même chose pour ma couche N en dopant mon matériau au bord. J'obtiens donc un matériau, une jonction PN.
puisque j'ai un côté qui est plutôt chargé négativement et un côté qui est plutôt chargé positivement. Et donc, quand je vais générer mon courant dans mon matériau, si je connecte correctement mon côté P positivement et mon côté N négativement, comme l'indique la caractéristique qui est représentée ici, c'est-à-dire qu'on présente le courant en fonction de la tension, je vais pouvoir avoir un courant qui passe. Si par contre j'intervertis les bornes de mon générateur ici, bien évidemment, le courant ne pourra pas passer. Alors pourquoi je vous explique pourquoi je vous présente cette caractéristique de diode, c'est pour en venir au rendement du panneau solaire. Alors, je vais vous l'expliquer assez simplement ici. Donc, comment on fait pour mesurer le rendement d'un panneau solaire? Donc, c'est assez simple. Je prends mon panneau solaire ou ma cellule solaire, je l'expose au soleil. Alors, en laboratoire, on n'utilise pas le soleil. On utilise une lampe qui a la même caractéristique du soleil, c'est-à-dire qui a le même spectre en termes de longueur d'onde. Et on va venir mesurer l'électricité que va produire ma cellule solaire. Alors, si je suis à l'obscurité, voilà la caractéristique que j'obtiens. Et donc, je obtiens bien la même chose que ma jonction PN. Et dans le cas où j'éclaire ma cellule solaire, je vois que ma courbe est shiftée vers le bas. Donc, cette courbe courant-tension, là, le courant de court-circuit que je mesure là, est uniquement dû à l'irradiation lumineuse. Comment j'en viens du coup au rendement? Eh bien, tout simplement, je vais utiliser la puissance maximum que va délivrer ma cellule solaire. Donc, il s'agit de l'air sous ma courbe, enfin le carré que je représente ici, c'est-à-dire le produit du courant maximum par la tension maximum, que je vais diviser par la puissance délivrée par ma lampe, qui est en général de 1000 watts par mètre carré. D'accord? Ça veut dire que quand vous installez un panneau solaire chez vous, et que s'il ne fait pas très beau, eh ben, vous n'avez pas nécessairement un rendement qui est identique à ce que vous a prévu votre installateur. Voilà. Ou d'autres problèmes, comme j'ai d'autres facteurs de perte, comme des problèmes optiques, réflexion, absorption, et je peux avoir également des problèmes électriques, des problèmes de résistance, notamment, puisqu'un panneau solaire, comme je vous présente ici, est en fait un assemblage de plusieurs cellules solaires. Donc ça veut dire qu'il va falloir associer toutes les cellules les unes entre elles. Donc en général, c'est des cellules de 10 cm par 10 cm ou 15 cm par 15 cm. Votre panneau solaire, il fait 2 mètres par 1 mètre. Je vous laisse estimer le nombre de cellules. Et donc à chaque fois, vous avez des fils. Et ces fils-là, ils vont forcément générer un petit peu des résistances parasites. Donc ce qui explique que par exemple, le rendement que vous pouvez avoir sur une cellule solaire va être bien meilleur que celui que vous aurez sur le panneau au global. Quand vous faites votre installation, vous faites un montage soit en série, soit en parallèle. Donc en général, par un installateur classique, on fait un montage en série, la tension va être élevée, on va pouvoir injecter l'électricité produite sur le réseau, soit vous l'utilisez tout de suite, soit vous la rejetez sur le réseau et EDF vous paie les kilowatts, soit vous avez par exemple un chalet en montagne qui n'est pas autonome, vous voulez un petit peu de lumière le soir, et vous faites ce type de montage-là, c'est-à-dire vous faites une installation en basse tension et vous pouvez alimenter votre maison en totale autonomie. Voilà. Voilà pour les panneaux solaires photovoltaïques. Alors la première génération que vous connaissez, c'est la génération silicium. Alors cette génération silicium, elle est assez intéressante, elle permet d'avoir des rendements de 20 à 25%, mais le problème c'est que cette efficacité est limitée. On a des problèmes de pollution associés à cette technologie et la fabrication est relativement complexe et coûteuse. Du coup, plusieurs autres technologies existent, par exemple les panneaux couches minces, donc les CIGS ou les CDTE. Alors, cette technologie a l'avantage d'être plus fortement adaptable. On peut viser d'autres applications puisqu'on peut faire des panneaux qui sont souples, donc on peut faire des applications un petit peu nomades.
et on utilise moins de matériaux actifs. Alors, il existe, ces rendements pour ces technologies-là sont encore faibles, et du coup, il y a d'autres technologies et avec des matériaux émergents. Alors, dans les autres technologies, il existe donc cette troisième génération, et c'est cette troisième génération qu'on étudie plus largement au laboratoire, à savoir les cellules organiques, les cellules à colorant et les cellules à perovskite. On reviendra aux cellules hybrides. Alors, pour faire un petit bilan sur toutes ces technologies, en termes de performance, donc le rendement est représenté ici en fonction des années. Je vous ai mis en bleu les panneaux silicium, donc on voit qu'on stagne à 25% au maximum. Pour la deuxième génération qui est en vert, c'est un petit peu pareil, on ne va pas plus haut que 20 et quelques %. Alors il s'agit de rendements obtenus sur des cellules solaires de petite surface. Et la troisième génération est représentée donc dans les couleurs donc en jaune pour les cellules à colorant, en orange pour les cellules organiques et en rouge pour les cellules perovskites. Alors effectivement, les cellules à colorant et organiques présentent des rendements qui sont un peu faibles par rapport aux deux autres technologies, mais on voit apparaître en rouge les cellules perovskites qui sont apparus très récemment et qui déjà ont des rendements qui sont un tout petit peu plus élevés que ce qu'on peut obtenir sur le silicium. Voilà. Alors, pour les cellules à colorant, je vous en parle un petit peu brièvement, le principe est assez simple. Donc, on a une électrode transparente ici, il s'agit de verre avec un oxyde, un oxyde de titane ici, un autre contact de l'autre côté, et on a au milieu un colorant qui est photosensible, ça s'appelle un électrolyte, qui du coup va interagir avec le rayonnement solaire et qui va permettre de produire du courant. Alors il s'agit d'une structure qui est très très simple, qui est potentiellement beaucoup moins coûteuse que les cellules silicium, assez facile à fabriquer, qui fonctionne même en faible luminosité, sur panneaux flexibles. Le principal problème de cette technologie, il s'agit d'une technologie qui est peu durable, alors le problème majeur, c'est qu'on utilise un liquide, que tout ça doit être dans une encapsulation parfaitement soudée et qu'on a affaire souvent à des problèmes de fuite. L'efficacité est encore stable et on a problème de stabilité à divers agressions comme la température ou l'humidité. Ceci dit, donc, ces cellules solaires ont été développées par Grätzel en Suisse. Elles ont été installées par exemple dans des bâtiments. Elles ont un très bel esthétisme. Elles sont utilisées pour faire des fenêtres solaires ou des surfaces semi-transparentes pour des architectures un peu vertes et respectueuses de l'environnement. Alors, j'en viens aux cellules perovskites. Alors, les perovskites sont des matériaux cristallins. Alors, la première forme de perovskite, c'est du CaTiO3. Ça a été découvert par Lev Perovský, donc c'est pour ça qu'on appelle ces structures des perovskites. Il s'agit d'un matériau minéral naturel qu'on peut trouver à la surface de la Terre. Cependant, le matériau que nous, on va utiliser dans nos cellules solaires, c'est un matériau de synthèse qui a une structure chimique qui est présentée ici. Donc avec en A, donc en rouge, le cation organique, qui peut être un métal alcalin ou un alkylotéreux. Donc là, par exemple, je vous ai mis un exemple de la formule chimique pour ce matériau A, le méthylammonium, c'est la forme la plus classique. Et puis ensuite en B, j'ai un cation métallique, donc qui est du plomb ici pour la forme la plus commune, Pb2+, donc sous sa forme ionique. Et puis en bleu, j'ai un anion qui est généralement un halogénure qui peut être l'ion iodure, l'ion bromure ou l'ion chlorure. Alors l'avantage de ces matériaux perovskites, c'est qu'ils ont des propriétés remarquables, qu'elles sont très faciles à fabriquer, qu'elles présentent également une grande flexibilité chimique.
Alors très rapidement, quand on les a intégrés dans des dispositifs solaires, eh bien, on a pu assister à un grand nombre de publications dans le domaine, comme quelques articles sur le sujet. Et très rapidement, les performances, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ont augmenté très facilement. Alors, quand je parle de flexibilité chimique, contrairement au silicium, on va pouvoir en fait synthétiser différents types de perovskite. Alors, la forme la plus commune, c'est la MAPBI3, qui a un pic d'émission de photoluminescence de 750 nanomètres. Ça veut dire que, en fait, elle va pouvoir absorber tout le rayonnement solaire jusqu'à 750 nanomètres. Ensuite, je vais faire varier ma structure chimique et vous pouvez voir que je vais pouvoir faire varier mon pic d'émission de photoluminescence à souhait entre 400 et 1100 nanomètres. Ça veut dire que je peux jouer sur la capacité d'absorption de mon matériau. Alors, ce qui est un petit peu original, c'est qu'en plus, je fais varier la couleur de mon matériau. Et en fait, pourquoi je vous parle de flexibilité chimique? C'est ce qui a permis en réalité d'augmenter en partie l'efficacité de ces cellules. En général, pour la forme la plus commune, MAPBI3, on est autour des 10%, 12%. Et puis, pour atteindre les 26%, les rendements records qu'on voit dans la littérature, eh bien, il a fallu utiliser des formes de perovskite mixtes, un petit peu plus complexes. Donc, au niveau du coefficient d'absorption, en fonction de la longueur d'onde, si je vous présente ce qui se passe pour le silicium, le CIGS ou le CDTE, en fait, on est très limité au niveau de la gamme d'absorption, alors que pour les perovskites, comme je vous l'ai présenté juste au-dessus, on va pouvoir bouger comme on veut. Alors, au niveau de la structure de la cellule solaire, là encore, c'est un petit peu plus compliqué que ma jonction PN. J'ai ma couche perovskite et il va falloir que j'utilise deux couches de transport. Une couche de transport de trous, alors HTL pour hole en anglais, et une couche de transport d'électrons. Du coup, il y a un E pareil, ETL. Et donc, en faisant varier mon matériau perovskite, donc là, je vais avoir les électrons qui vont aller sur l'ETL, les trous qui vont aller sur l'HTL. Eh bien, si je fais varier ma couche perovskite, il faut que je fasse varier, bien évidemment, ces couches de transport. Au niveau de la structure de la cellule solaire, là aussi, c'est très intéressant puisque, en fait, je vais pouvoir intervertir la couche ETL et la couche HTL. Alors, je m'explique. Quand vous avez une cellule solaire, il va falloir toujours que vous ayez un côté transparent. Parce que le principe, c'est que la lumière traverse le côté transparent pour pouvoir interagir avec le matériau actif qui est au milieu de la cellule. Donc, de côté-là, on peut avoir quelque chose de opaque, qui est en général une cathode métallique. Et de l'autre côté, j'ai besoin d'une anode qui est transparente. Et donc, pour les cellules perovskites, j'ai deux structures. J'ai la structure NIP, c'est-à-dire qu'on va traverser en premier, la lumière va traverser en premier la couche N, alors que la structure PIN, c'est la couche P qui va être traversée en premier. Voilà. Aussi une autre variable d'ajustement sur laquelle on peut jouer. On peut travailler avec des matériaux qui sont parfaitement planaires et puis on peut utiliser également des matériaux qui sont mésoporeux pour augmenter le transfert des charges. Comment je peux fabriquer ces cellules solaires? Alors, ces cellules solaires, en général, quand on les fabrique en laboratoire, on utilise ce qu'on appelle un dépôt par spin coating. Alors, c'est un dépôt en fait à la tournette. Je viens déposer, alors je prépare ma solution de perovskite. Donc, je mets mes précurseurs que je dissous dans un solvant et je viens déposer une goutte de ma solution sur mon substrat, c'est-à-dire sur ma première couche, qui tourne, lui, à grande vitesse. Et sous l'effet du coup de la vitesse, le solvant est évaporé et je peux obtenir donc ma couche perovskite. Alors, j'ai un procédé en une étape, en deux étapes. C'est ce qui est fait classiquement en laboratoire et on fait ça en général dans une boîte à gants. Alors, une boîte à gants, c'est quoi? C'est une boîte dans laquelle on va pouvoir gérer
l'atmosphère, c'est-à-dire qu'on travaille température, humidité contrôlée. Donc en général, pas d'oxygène, pas d'humidité et température ambiante. Alors ça, c'est un problème, parce que si on veut industrialiser la technologie, on imagine bien qu'on ne va pas faire des usines qui sont complètement thermostatées et gérées en environnement, et qu'il faut en fait développer des procédés plus industriels, donc déjà des procédés qui vont pouvoir se passer sous air, et puis pour lesquels on va pouvoir faire des grandes surfaces. Parce que vous doutez bien que ce procédé-là, en fait, on est limité à quelques centimètres carrés pour notre cellule. Donc les procédés qui sont actuellement développés, c'est des procédés soit d'impression jet d'encre, soit par un racloir, par un système de racloir, ou par des systèmes d'évaporation thermique. Alors justement, c'est l'une des thématiques qui est explorée au LEPMI, le développement de nouveaux procédés pour les cellules perovskites. Dernière étape pour la fabrication des cellules solaires, pour assurer leur parfaite stabilité, il est nécessaire d'encapsuler le tout, c'est-à-dire qu'on vient déposer notre cellule entre deux plaques de verre et on vient souder l'ensemble, soit par un système de film polymère qu'on vient souder sous vide ou un système de joint. Et bien évidemment, on qualifie l'ensemble en termes de stabilité. Donc on vérifie la stabilité à l'humidité, à l'oxygène, on fait des tests également en lumière, des cyclages thermiques à la chaleur. Et donc depuis peu, on a tout un ensemble de normes pour qualifier nos cellules solaires perovskites. Qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer ce développement industriel? Qu'est-ce qui reste à faire en fait en termes de développement? Eh bien, tout simplement produire des cellules de grande surface. Alors, c'est chose faite. Les Chinois ont déjà obtenu des cellules solaires avec de très bonnes performances. Un panneau de quasiment 2 mètres carrés à 18%. Mais bon, il va falloir développer ça en grande série. La stabilité à long terme, on a fait d'énormes progrès ces 5-6 dernières années. Donc on a quasiment plus de soucis, à condition bien évidemment d'encapsuler correctement le matériau. Le design des interconnexions, c'est le travail sur en fait l'assemblage des différentes cellules et également l'intégration au bâtiment. Alors, qu'est-ce que fait le LEPMI pour cette thématique? Eh bien, tout simplement, le développement de nouveaux procédés pour fabriquer des cellules perovskites sous air, entièrement sous air. Alors, les deux procédés qui ont été développés dans le laboratoire sont un dépôt par voie électrochimique et puis un dépôt par goutte ou impression jet d'encre. Alors, le premier procédé a été entièrement développé au laboratoire et c'est assez simple. On va venir, en fait, grâce à un dispositif électrochimique, déposer un oxyde de plomb. Et cet oxyde de plomb va être ensuite converti, du coup, en 2 étapes, en perovskite. Puis ensuite, on vient terminer la cellule. Ces cellules sont entièrement fabriquées sous air. On obtient au mieux des rendements de 10% sur des cellules de 0,15 cm². Il s'agit d'un procédé parfaitement compatible en grande surface. Il suffit simplement de faire varier la taille de l'électrode qu'on utilise ici pour faire le dépôt électrochimique. Et on peut réutiliser plusieurs fois les solutions, ce qui en fait un procédé assez écologique et non toxique. Je vous ai représenté ici le rendement en fonction de la surface active de la cellule solaire pour différents travaux de la littérature, puis les travaux que nous avons effectués dans le laboratoire, c'est les petites étoiles, et vous pouvez voir que nos travaux sont en bon accord avec la littérature et sont bien placés. Pour le dépôt par goutte et par impression, donc il s'agit de travaux qui sont menés en collaboration avec une société qui s'appelle Solaronix, qui est en Suisse. Donc là, on travaille sur des cellules bas coût à base carbone, puisque les matériaux qui sont utilisés dans la structure sont très peu chers. On travaille sur la structure complète, c'est-à-dire qu'on a l'empilement de toutes les couches, et au dernier moment,
On vient déposer la couche perovskite, soit par goutte, soit par impression jet d'encre. La perovskite, donc la solution va s'infiltrer dans tout le matériau qui est mésoporeux et va se placer au bon endroit. Et on obtient des cellules solaires de 2,5 cm sur 2 cm, donc une surface active à peu près de 1,4 cm². Et au mieux, pour ces cellules, on obtient des rendements de 14%. Donc en réalité, on vient mesurer juste le carré qui est au centre. Sur toute la surface, c'est un petit peu moins, on est autour de 12%, mais ça veut dire qu'on obtient déjà de très bons rendements sur ce type de dispositif entièrement fabriqué sous air. Il s'agit de procédés qui sont parfaitement compatibles grande surface. La société avec laquelle on travaille fait déjà des modules plus grande surface et c'est un procédé qui est bas coût. On travaille également sur la stabilité. Donc pour ces dispositifs-là, on a pu mettre en avant des stabilités de plus de 3000 heures à 85 degrés, 85% d'humidité. On caractérise les dispositifs au cours du vieillissement, on élucide les mécanismes de dégradation, on peut connaître de ce fait les matériaux éventuellement qui posent problème, on essaye de trouver des solutions pour améliorer les dispositifs. On travaille également sur le vieillissement sous illumination, donc on vient d'investir dans une chambre d'illumination. Et on travaille également sur la synthèse de nouvelles perovskites, donc des perovskites mixtes afin d'augmenter leur performance, et également des perovskites sans plomb, puisque le plomb est un matériau toxique. Donc on travaille sur des matériaux sans plomb ou partiellement substitués. Pour obtenir des rendements toujours plus élevés, que faut-il faire? Alors, je vous ai mis un petit graphe qui rappelle une considération théorique. Au maximum, si on utilise un seul matériau actif dans un panneau solaire, en fait, on ne pourra pas aller au-dessus des 35% en rendement. Donc, si on veut augmenter ce rendement, en fait, la seule solution qu'on a à notre disposition, c'est en fait d'utiliser plusieurs types de cellules solaires. Alors, c'est ce qu'on appelle des cellules tandem. Donc, soit 4T ou 2T. Le 4T ou le 2T, c'est le nombre d'électrodes que je vais avoir dans mon empilement. Et par exemple, si j'associe une cellule perovskite avec une cellule silicium, c'est ce qui est présenté ici dans la courbe violette, eh bien je vois qu'ici mon rendement dernièrement a atteint pratiquement 30%. Donc là, c'est la solution qu'on a à notre disposition pour avoir des dispositifs avec des rendements très élevés. Alors, pour cette énergie solaire photovoltaïque, quel est son problème majeur tout de même? C'est que si vous prenez votre panneau solaire que vous avez installé sur votre toit et que vous regardez ce qu'il produit en été et ce qu'il produit en hiver, et bien très rapidement, vous voyez que c'est bien plus profitable en été. Vous voyez également que vous produisez essentiellement en pleine journée. Et que si vous avez besoin de cette énergie le soir, finalement, il va falloir la stocker. On peut voir également sur ce petit graphe qui est ici, que effectivement, suivant où on se place sur la planète, c'est pareil, on ne va pas avoir de l'énergie en même temps. Donc, d'où la nécessité d'avoir des systèmes de stockage très performants. Alors, il existe différentes stratégies pour stocker l'énergie. Aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement du stockage électrochimique. Alors, le stockage électrochimique, son principe, c'est d'avoir un système qui permet de convertir l'énergie chimique en énergie électrique ou d'énergie électrique en énergie chimique. Et puis, ce sont en fait les batteries. Alors, les batteries, ce sont des systèmes qui ont été développés pendant plus de 150 ans. Et si je vous représente ici le graphe en fonction de la densité volumique d'énergie, en fonction de la densité massique d'énergie, donc en fait, c'est un compromis entre taille la plus petite et poids le plus faible, eh bien, je vois que le système qui est actuellement le plus développé, ce sont les batteries lithium-ion, que vous connaissez tous. Ce sont les batteries que nous avons dans nos téléphones portables, dans nos ordinateurs portables, voilà, qui présentent vraiment des très bonnes capacités. Il s'agit de la plus grande avancée en électrochimie qui a valu le prix Nobel à ces trois personnes en 2019.
Alors, comment fonctionne une batterie à lithium-ion? Elle est constituée à droite par une électrode positive à base de lithium, de cobalt et d'oxygène, donc un oxyde de lithium et de cobalt. Et à gauche d'une électrode négative qui est à base de graphite. Et au milieu, eh bien, j'ai un électrolyte liquide. Et donc, en utilisant les réactions chimiques qui sont ici, là, je vais avoir, je vais pouvoir stocker mon énergie électrique. Alors, la caractéristique de cette batterie est la suivante. Si je représente, c'est toujours la même chose. On va représenter le potentiel en fonction de la capacité de la batterie. Comme vous le savez, vous avez toujours une courbe de charge et une courbe de décharge. Et la densité d'énergie que je vais pouvoir stocker est déterminée par l'air que je vais avoir sur ma courbe, qui peut être déterminée par le potentiel de ma batterie et la capacité de ma batterie. Et ce qu'on peut voir ici sur ce graphe-là, c'est que généralement, ma courbe de charge est différente de ma courbe de décharge. Ce qui correspond à un phénomène d'hystérèse. Et donc, si on vous parle d'une batterie avec une efficacité de 99% pour les batteries à lithium-ion, ça veut dire que quasiment les deux courbes se superposent. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, je cherche en réalité à avoir un phénomène d'hystérèse limité. Alors, il s'agit d'une technologie qui est parfaitement maîtrisée chimiquement, grâce à un grand nombre d'avancées significatives, notamment en termes de matériaux, et qui a consisté principalement à améliorer la durée de vie de ces systèmes. Actuellement, à 20 degrés, on peut utiliser ces batteries pendant à peu près 25 ans, ce qui correspond à environ 3 millions de kilomètres. Donc c'est un petit peu moins s'il fait un petit peu plus chaud à 40 degrés. Alors, quelles sont les avancées principales qui ont été faites sur ces batteries-là? Eh bien, essentiellement sur l'électrode positive. Il y a des choses qui ont été faites sur le graphite, mais qu'est-ce qui a permis de sensiblement améliorer le rendement de ces systèmes-là? C'est la modification de l'oxyde de lithium qui a été remplacé par... donc, on a remplacé le cobalt par du nickel et du manganèse pour obtenir des phases NMC, et on est passé de 150 mA par gramme à 180 mA par gramme. Donc aujourd'hui, la forme qu'on utilise le plus, c'est la forme 8-1-1, c'est-à-dire 80% de nickel, 10% de manganèse et 10% de cobalt. Voilà, pour la principale avancée en termes de matériaux. Alors, du coup, les répercussions, comme on a beaucoup augmenté l'efficacité de ces systèmes-là, on a assisté à une véritable baisse du prix de cette énergie. On est passé en 2024 à 100 $ du kilowattheure. Le prix a été divisé par 10 en 10 ans et du coup, on assiste actuellement à un boom du véhicule électrique. On a plus de 450 modèles qui ont été commercialisés. On estime en 2040 à 150 millions le modèle de vendu. On aura également des grandes capacités de stockage stationnaire, ce qui va occasionner la construction d'un grand nombre de gigafactories en Europe, c'est-à-dire des usines pour fabriquer des batteries. Alors, il faut savoir qu'actuellement, l'Europe produit à peu près 1% des batteries qu'on utilise dans le monde, et que grâce à la création de toutes ces gigafactories, alors on a notamment la création de plusieurs gigafactories en France, on espère atteindre à peu près 20% de la production des batteries dans quelques années. Alors ces batteries à lithium-ion, il y a quand même quelques défis, même si elles présentent de bonnes efficacités, une haute densité d'énergie, une charge rapide et une faible autodécharge. Le temps de charge, comme vous le savez, est incompressible, environ 30 minutes. On ne peut pas faire mieux. C'est lié aux matériaux qu'on utilise dans le système. Elles sont très inflammables. Ça, c'est dû en fait à l'électrolyte liquide qu'on utilise dans la batterie. Et on a quand même un problème au niveau du lithium, puisqu'il s'agit d'un matériau qui est critique
On a des soucis au niveau de l'extraction et on assiste depuis la baisse très forte du prix de cette forme de ces batteries à une augmentation très très forte du prix du lithium. Alors comme vous pouvez le voir, le lithium est principalement présent en Amérique du Sud, un petit peu en Amérique du Nord, un peu en Océanie, mais très peu en Europe. Voilà. Donc, ce qui risque de nous poser quelques soucis. Et ces dispositifs-là, actuellement, sont faiblement recyclables. Donc, quelles sont les stratégies pour encore dépasser la capacité, pour dépasser les défis de ces batteries lithium-ion? Eh ben, il en existe un, c'est les batteries tout simplement tout solides, c'est-à-dire qu'on va se passer de l'électrolyte liquide, ce qui va du coup nous diminuer le problème de l'inflammabilité. On va pouvoir avoir un gain en densité d'énergie à condition de maîtriser l'interface du lithium. Ceci dit, on n'estime pas ces dispositifs disponibles avant 2030 de manière industrielle. Donc je vais vous parler d'autres batteries qui sont plus respectueuses de l'environnement. Donc, je vous en donne quelques exemples, comme les batteries lithium-air, les batteries lithium-soufre ou les batteries à cations multivalents. Et aujourd'hui, on va parler essentiellement de deux types de batteries, les batteries à ion sodium et les batteries à flux redox. Alors, les batteries à ion sodium, pour commencer, c'est un peu le même principe que les batteries à lithium, sauf qu'on a remplacé le lithium par du sodium. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le sodium est bien plus abondant à la surface de la Terre, environ 10 000 fois. Donc, ce qui nous posera beaucoup moins de problèmes en termes d'extraction. Et alors, la structure de la batterie, je vous la présente ici, elle est assez simple, elle ressemble beaucoup à celle qu'on utilise pour la batterie lithium-ion. Jules Verne avait déjà prédit l'utilisation du sodium pour stocker l'énergie. C'est pas du sodium, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai mis les formules chimiques, c'est un petit peu plus compliqué. Il s'agit de batteries qui ont été développées en France via le réseau RS2E et dans deux laboratoires principaux, le CEA et le LRCS, qui est un labo qui se situe à Amiens. Donc les premières batteries ont été vendues industriellement via cette petite perceuse que vous pouvez trouver à Leroy Merlin. Et du coup, donc là, on a une start-up qui a été créée à Amiens et qui va bientôt créer sa Gigafactory. Voilà. Ce qui serait une forme d'indépendance pour la France en termes de batterie, puisque le sodium est disponible et qu'en plus on peut les fabriquer directement chez nous. Pour les batteries à flux redox ou redox flow en anglais, donc il s'agit d'une technologie qui est connue depuis assez longtemps, depuis les années 70. Elle avait été délaissée parce qu'en fait elle présentait de très faibles performances. Alors ici je vous ai représenté quelques paramètres et j'ai comparé au système lithium-ion. Alors on voit que les densités énergétiques sont beaucoup plus faibles. Les durées de vie, par contre, sont beaucoup plus importantes pour le flux redox. On peut atteindre des 20 000 cycles, alors que pour la batterie lithium-ion, on est à 2 000, 5 000 cycles. L'efficacité est également moins bonne et on peut avoir des temps de charge et de décharge qui sont longs, ce qui peut présenter des avantages. Ça veut dire aussi que ce système de batterie ne pourra pas être utilisé sur des voitures, bien évidemment. Alors, le principe de la batterie à flux redox, c'est d'utiliser en fait des solutions ioniques. Alors, les solutions ioniques, c'est tout simplement des solutions à base d'eau dans lesquelles on va dissoudre des ions. Et par le biais d'une membrane, là, ici, qui va sélectionner les ions qui vont passer, on va pouvoir générer notre courant. Alors, la batterie la plus classique, c'est la batterie au vanadium, qui a été étudiée dans les années 70, qui est encore développée. Les perfs que je vous ai donnés, c'est essentiellement des batteries au vanadium. Le problème du vanadium, c'est que c'est pas un matériau qui est très abondant. Donc, actuellement, on travaille sur le développement de nouvelles générations plus organiques. Alors, ces batteries à flux redox sont développées, par exemple, dans une start-up Chemiwatt qui se situe à Rennes, voilà, donc en France.
Donc, comme je vous l'ai dit, ces batteries, on ne pourra pas les utiliser dans une voiture, mais on pourra les utiliser en stationnaire. Ça veut dire, par exemple, sur des centrales solaires photovoltaïques, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des batteries à lithium-ion, c'est ce qui est utilisé actuellement pour le stockage de l'énergie, eh bien, on pourra utiliser ces batteries à flux redox. Voilà. Que fait le LEPMI pour cette partie-là? Eh bien, nous travaillons depuis quelques années on a une forte compétence dans le domaine des polymères, et donc on travaille pour les batteries Redoxflow, en fait, sur la membrane qu'on utilise ici, qui est une membrane polymère qui va permettre de séparer les deux compartiments, qui va conduire les ions, assurer le passage ou le blocage de certains. Donc en termes de propriétés, il faut un matériau qui soit très conducteur ionique, qui sélectionne les ions, qui soit très stable chimiquement, qui soit très résistant mécaniquement, qui présente un faible coût et qui soit respectueux de l'environnement. Et donc, la membrane constitue un des leviers d'amélioration des performances de cette batterie. Alors, dans le cadre d'un projet PEPR, batterie, il s'agit d'appels à projets qui ont été laissés très récemment par le gouvernement dans le cadre de France 2030. Donc, on a obtenu un projet et notre rôle est du coup de travailler sur la synthèse de nouvelles membranes. Alors, les membranes qui fonctionnent actuellement sont des membranes Nafion ou Activion. Alors, je vous ai mis les formules chimiques pour vous indiquer qu'en fait, ces membranes-là sont composées de fluor. Alors, le fluor, il faut savoir, est un matériau qui va bientôt être interdit. Et donc, on travaille sur la synthèse de nouvelles membranes polymères sans fluor. Donc, avec les mêmes spécificités que je vous ai indiquées plus haut. Et l'objectif, c'est de fabriquer un matériau qui permette la conduction des ions. Alors ça va se faire par le moyen, en fait, sur la structure, on a toujours un ion, donc on a le squelette majoritaire, enfin le squelette du ionomère, et là on a un ion qui lui va permettre le transfert des ions. Et donc on joue sur la structure du matériau pour optimiser ce matériau. Alors notre principal objectif, eh bien, va être de trouver ces membranes alternatives. J'en arrive à la fin de mon exposé. Donc pour conclure, donc je reviens sur mon graphe pour insister sur le fait qu'en 2050, on estime à 60% la part d'énergie renouvelable dans la production d'électricité mondiale. 24% sera issu de l'énergie solaire en 2050. Et du coup, il est nécessaire de développer de nouvelles technologies de moyens de stockage d'énergie qui sont plus performants, plus durables, moins coûteux et plus respectueux de l'environnement. Au travers de cet exposé, j'espère vous avoir convaincu du rôle des matériaux dans cette transition énergétique. Je vous ai montré beaucoup de perspectives. Des choses sont certainement possibles, mais peut-être pas tout de suite. Sur ce graphe, vous pouvez quand même voir on voit quand même qu'entre 2020 et 2050, on augmente quasiment par 2 notre consommation d'électricité. Donc avant tout, peut-être qu'en attendant d'avoir des solutions pour produire de plus en plus d'énergie, une solution serait peut-être d'en consommer un petit peu moins. Voilà. Alors, je vais passer aux remerciements. Donc, je remercie mes collègues de travail, les postdocs, les doctorants, les étudiants qui travaillent à ces travaux de recherche, l'USMB, bien évidemment, le CNRS et d'autres labos avec qui on collabore sur ces sujets-là, les financeurs et les industriels. Donc, je vous ai mis quelques entreprises avec lesquelles on travaille, donc Chemiwatt, SolarOnyx, je l'ai indiqué ici, et puis également les organismes financeurs, donc l'ANR, l'Université Savoie-Mont-Blanc, la région Rhône-Alpes. Et pour terminer, je vous remercie de votre attention et je vous invite à me poser quelques questions. Voilà.